On m'a dit, ma belle-mère me l'a dit en face de Julien, que je n'avais aucun droit sur cette maison. Que tout, du terrain jusqu'à la plus petite assiette, appartenait à leur famille. J'ai entendu leurs murmures, leurs discussions sur le titre de propriété, comme si j'étais une étrangère. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans mon cœur, je cachais un plan depuis longtemps. Un secret capable de tout bouleverser. Je suis Camille Durand. Fondatrice d'Aurore Technologies, une start-up technologique aujourd'hui valorisée à des milliards. Et ce matin-là, j'ai enfin fait ce que je préparais depuis longtemps. Quelque chose dont je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Quelque chose qui allait pousser les événements dans une direction irréversible. J'ai fait annuler toutes les cartes bancaires de ma belle-mère, Monique Lefebvre, ainsi que celles de mon mari, Julien Moreau. Peu de temps après, mon téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, Monique. Elle a explosé de colère et de stupeur. Sa voix était si forte qu'elle résonnait dans tout mon bureau. « Camille, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi ma carte est refusée? Que as-tu fait? Réponds-moi, Camille. » Ces mots ont résonné dans mon bureau comme si elle refusait de croire ce qui venait de se produire. J'ai esquissé un léger sourire, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, tandis que je retenais le froid qui s'insinuait lentement dans ma poitrine. Oh, maman, elle a été refusée. Peut-être un problème de réseau bancaire, ou simplement une erreur technique. Essayez un peu plus tard. Ma voix était calme. Je savais que mon sang-froid ne faisait qu'attiser davantage sa colère. C'était la première fois depuis très longtemps que je ressentais cette étrange satisfaction, une joie froide. Mais derrière cette sensation, une profonde fatigue et une immense tristesse m'enveloppaient. Dans cette maison, cette vaste demeure bourgeoise située dans un quartier résidentiel chic d'Écully, que j'avais bâti et payé de mes propres efforts, c'est ici que j'ai ressenti la solitude la plus intense. Chaque sol en marbre, chaque lustre travaillé, chaque meuble raffiné cachait l'histoire de ma double vie. Je suis Camille Durand, dirigeante d'Aurore Technologies, une entreprise valant des milliards. Mais dans cette maison, je n'étais qu'une simple épouse. Camille, la femme silencieuse et obéissante de Julien. J'ai choisi de cacher ma véritable identité pour qu'il puisse se sentir le pilier du foyer, le centre de notre monde. Je voulais qu'il m'aime pour ce que je suis, pas pour mon argent. Je pensais que l'humilité m'apporterait la paix familiale et un amour que je croyais sincère. Mais chaque soir, à chaque dîner, la vérité de notre vie apparaissait. Julien, les yeux rivés sur son téléphone. Indifférent à moi. Monique, elle, ne manquait jamais une occasion de lancer des phrases qui semblaient être des compliments, mais qui étaient en réalité pleines de piques déguisées. C'est bon, Camille, pour quelque chose que tu as préparé. Ça me rappelle les repas simples de la campagne du Beaujolais, même si ce n'est plus vraiment adapté à nos palais raffinés aujourd'hui. Mais il y a du cœur. Chaque mot était comme une lame qui entaillait lentement mon esprit. Pendant des années, j'ai joué le rôle de l'épouse soumise et de la belle-fille patiente, prête à tout sacrifier pour la paix. Mais jour après jour, la douleur s'approfondissait, et le désir de me relever devenait plus fort. La satisfaction froide que j'ai ressentie en coupant leur accès à l'argent était un signal, le début d'un feu qui couvait en moi depuis longtemps. Prêt à s'embraser. Dans cette maison, mon soi-disant coin hobby, souvent moqué par Julien et Monique, cachait en réalité mon véritable monde. Dans ce petit espace, je dirigeais Aurore Technologies, une entreprise en pleine croissance. Mais derrière les lignes de code et les rapports financiers, un doute froid s'est installé. J'ai commencé à examiner les relevés de cartes bancaires de Monique. Au début, je voulais croire que ces dépenses étaient normales, une façon pour elle de se faire plaisir. Mais lorsque j'ai vu les transactions répétées, je n'ai plus pu ignorer. 10 000 € dans une boutique de luxe de la Presqu'île, Maison Élégance. Des sommes élevées au Spa 5 Mondes. Et surtout, une série de dîners coûteux au sucre, un restaurant rooftop au sommet d'un immeuble. Je savais que Monique n'allait jamais dans ce genre d'endroit. Ce n'était pas son style. Et moi, sa belle-fille, je n'avais jamais partagé un seul repas avec elle dans ces lieux. Ce qui m'inquiétait davantage, c'était le schéma des dépenses. Elle coïncidait presque toujours avec les soirées où Julien rentrait tard, prétextant des heures supplémentaires ou des réunions importantes avec des clients. J'ai essayé de me convaincre que je me faisais des idées. Mais la répétition de ces événements a éveillé ma vigilance. Julien a changé. Il est devenu distant. Toujours son téléphone à la main.
Et lorsqu'il sonnait, il sortait pour répondre, parlant à voix basse. Lorsqu'il rentrait tard, je sentais un parfum étrange. Pas celui de Monique. Un parfum féminin, doux et moderne. J'ai essayé de lui parler, de poser des questions, mais il avait toujours une réponse prête. C'est sûrement le parfum d'une cliente, ma chérie. La salle de réunion était trop petite. Ou encore, je ne veux pas parler du travail à la maison. Tu sais, ça me donne mal à la tête. Ces réponses me faisaient taire, mais en moi, le bruit du doute devenait assourdissant. Chaque détail, chaque geste, chaque odeur formait peu à peu une image claire. Comme une pluie fine. Pas violente, mais persistante, glaciale jusque dans les os. Peu importe mes efforts pour l'ignorer, je savais qu'un lourd nuage de soupçons m'enveloppait. Ce n'était pas une simple pluie. C'était un avertissement. Le signe qu'une tempête approchait et que je devais me préparer. Un après-midi, alors que j'étais en visioconférence avec notre équipe basée à Marseille, mon téléphone a vibré. Le nom de Sarah Bernard, ma meilleure amie, est apparu à l'écran. J'ai répondu aussitôt. Sa voix tremblait. « Camille, ça va ? Je t'ai vu enfin, j'ai vu Julien aujourd'hui au centre commercial de la Part-Dieu. Il était avec une autre femme. Et Camille, j'ai aussi vu Monique au même restaurant, à la même table, en train de rire avec eux. Mon corps s'est glacé, mais j'ai tenté de rester calme. Sarah, tu te trompes sûrement. Ou c'était une cliente. Tu sais comment il est. Je cherchais des excuses, mais au fond de moi, le doute devenait certitude. 2 jours plus tard, alors que j'étais plongé dans une présentation importante avec des collègues à l'étranger, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Sarah. Court, lourd de sens. Je suis désolé, Camille. Tu dois voir ça. Avec le message, une photo prise depuis une table voisine dans un salon de thé haut de gamme. En la voyant, le monde s'est arrêté. Tous les bruits ont disparu. Sur la photo, Julien était assis. Ses yeux fixaient une jeune femme. Inès Martin. Elle était appuyée contre son épaule, exhibant des sacs de la boutique de luxe que j'avais repérés sur les relevés bancaires. Mais le plus douloureux était la personne assise en face d'eux. Monique. Souriante, rayonnante. Un sourire qu'elle ne m'avait jamais offert. Sa main caressait les cheveux d'Inès avec tendresse, comme une mère bénissant sa fille. C'était un geste d'amour. Une acceptation que je n'avais jamais reçue. Je n'ai pas pleuré. Peut-être que mes larmes étaient déjà sèches. Une froideur s'est installée dans ma poitrine. Le verre d'eau à côté de mon ordinateur est tombé et s'est brisé. Et avec lui, mon cœur, en 1000 morceaux. Je me suis regardé dans l'écran de mon téléphone. Quelque chose venait de naître en moi. Quelque chose de dur, de tranchant. Mes yeux étaient devenus fermes, immobiles. Le spectacle touche à sa fin, ai-je murmuré. J'ai immédiatement appelé Mademoiselle Renaud, mon assistante de direction. J'ai besoin d'un rapport complet sur tous mes biens personnels. Préparez aussi le projet de divorce et un suivi détaillé de toutes les dépenses sur les cartes au nom de Julien Moreau et Monique Lefebvre. Je ne veux pas de questions. J'ai besoin d'action immédiate. C'était le début de ma renaissance. La douleur s'est transformée en feu. Et moi, Camille Durand, j'étais prête à brûler. Je me suis levé tôt le lendemain. Avant le lever du soleil. J'ai enfilé un tailleur pantalon noir. Mon vêtement préféré, celui qui me donnait un sentiment de force et de contrôle. En prenant mon petit déjeuner dans mon bureau de la Tour Aurore, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, je contemplais la métropole lyonnaise à travers la fenêtre. Chaque immeuble, chaque lumière, chaque rue me rappelait l'étendue de mon monde et du pouvoir entre mes mains. À 9 heures précises, j'ai appelé Éric Dubois, mon banquier privé. Monsieur Dubois, bonjour. Je souhaite faire geler immédiatement toutes les cartes de crédit et de débit liées à mon compte, y compris celles au nom de Julien Moreau et Monique Lefebvre. Pour des raisons de sécurité. Il y a eu des activités suspectes. Je veux que cela soit fait sans délai. Sans poser de questions, il a exécuté mes instructions. Chaque mot était un ordre de guerre. Et j'étais la générale. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Monique et Inès vivaient dans leur monde de luxe. Après un passage au Spa 5 Mondes,
elles ont décidé de déjeuner dans un restaurant 5 étoiles de l'Hôtel Dieu. Inès, qu'aimerais-tu manger, ma chérie? Demanda Monique, toujours imprégnée de son sentiment de supériorité. Inès a commandé sans hésiter une langouste thermidor et le champagne le plus cher de la carte. Bien sûr, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Ma future belle-fille doit être parfaite, dit Monique en souriant, tout en caressant affectueusement les cheveux d'Inès. Lorsque l'addition est arrivée, Monique Lefebvre a tendu avec fierté sa carte bancaire noire. Quelques minutes plus tard, le serveur est revenu, visiblement embarrassé. « Je suis désolé, madame, la carte a été refusée. » Le visage de Monique est devenu rouge. Elle a essayé sa carte Platinum. Puis sa carte de débit. Toutes ont été refusées. Elle a commencé à transpirer, et la stupeur s'est lentement transformée en une angoisse profonde. Elle entendait les murmures venant des tables voisines. Son orgueil s'est réduit en cendres. Les chuchotements autour d'elle étaient comme des lames qui lui transperçaient la peau, la plongeant dans une humiliation violente. Elle a immédiatement appelé mon téléphone. J'ai vu son nom clignoter sur l'écran. J'ai laissé sonner quelques instants avant de répondre d'une voix encore ensommeillée. « Oui. Maman ?» ai-je demandé calmement. « Camille, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi mes cartes sont refusées? Tu m'as humilié devant tout le monde. » Elle criait, au bord de l'explosion. J'ai feint la surprise. Refusé? Oh, peut-être un problème de réseau bancaire, ou une erreur technique. Essayez un peu plus tard. Ma voix ne trahissait rien. Puis j'ai raccroché lentement, sans attendre sa réponse, et j'ai éteint mon téléphone. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Mon premier véritable sourire depuis des jours. Le jeu ne faisait que commencer, et j'avais désormais toutes les cartes en main. La grande porte de notre maison bourgeoise s'est ouverte avec fracas. Monique est entrée comme une tempête, le visage rouge de colère et de honte. Inès Martin la suivait, le visage crispé par la frustration. Au lieu du chaos qu'elles attendaient, elles m'ont trouvé assise paisiblement dans le salon, tenant une tasse d'infusion chaude à la verveine, comme si j'attendais simplement des invités. Mon calme n'a fait qu'attiser davantage la rage de Monique. « Camille, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as humilié. De quel droit oses-tu me faire ça? » cria-t-elle, la voix presque brisée. J'ai bu une gorgée de mon infusion, puis je l'ai regardée droit dans les yeux. Un regard froid, tranchant, qu'elle ne m'avait jamais vu auparavant. Je suis assise dans ma propre maison, maman. C'est vous qui êtes entrée en criant. Qui est impoli, ici? Mes paroles lui sont revenues comme un écho, et j'ai vu une lueur de surprise traverser son visage. Inès a tenté d'intervenir, d'une voix douce, presque mielleuse, cherchant à apaiser la situation. « Tante Camille, peut-être qu'on devrait simplement régler l'addition, c'est gênant pour tante Monique. » Je ne l'ai pas laissé terminer. Je l'ai regardé froidement, mes yeux aussi tranchants qu'une lame. Premièrement, je n'ai jamais oublié de payer la moindre facture. Deuxièmement, je ne me souviens pas t'avoir invité dans ma maison. Je me suis arrêté, laissant mes mots flotter dans l'air. Et troisièmement, ceci est une conversation entre ma belle-mère et moi. Une étrangère n'a aucun droit d'intervenir. Inès a pâli, et j'ai vu la colère briller dans ses yeux. À cet instant, Julien Moreau est descendu de l'escalier. Il avait entendu les éclats de voix. Il s'est immédiatement placé près de Monique et d'Inès, comme pour les protéger. Monique a retrouvé son aplomb. « Julien, mon fils, cette femme, Inès, sera ta future épouse. Et toi, Camille, tu seras l'étrangère ici très bientôt, déclara-t-elle avec arrogance. J'ai esquissé un léger sourire, qui n'atteignait pas mes yeux. Les finances de cette maison, vous voulez vraiment en parler, maman? Ma voix était calme, mais chaque mot frappait comme une lame. À ma connaissance, ce sont toujours ceux qui n'ont jamais contribué d'un seul centime qui crient le plus fort et exigent le plus. Julien a tenté de défendre sa mère et Inès, mais je me suis levé. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Ma voix était ferme, sans appel. J'ai lentement posé une enveloppe marron sur la table basse entre nous. Julien l'a prise, l'a ouverte, et en a sorti une photo brillante. Monique s'est approchée et l'a regardée. C'était la photo envoyée par Sarah Bernard, la preuve de leur trahison. Ils ont vu Julien,
regardant Inès avec amour. Inès appuyée contre lui. Et Monique, souriante, caressant les cheveux d'Inès. La trahison des trois était étalée devant eux. J'ai regardé Julien. Mes yeux étaient calmes, mais emplis de questions. Julien, tu parles souvent du devoir d'un mari. Est-ce que trahir, mentir et vivre comme un parasite aux dépens de son épouse fait partie de ce devoir? Ma question a résonné dans tout le salon. Julien et Monique sont restés figés. Leurs visages sont devenus livides. Un silence écrasant a envahi la pièce. Dans leurs yeux, j'ai vu la peur, le choc et la compréhension. La véritable tempête ne faisait que commencer. Monique, malgré la honte, a tenté de se ressaisir. Cette photo est truquée. Manipulée. Tu fais ça pour nous chasser et t'emparer de toute la fortune de mon fils. Cria-t-elle, la voix teintée de panique. Je l'ai regardée sans ciller. La fortune de votre fils? De quelle fortune parlez-vous, maman? Ces mots étaient sa dernière arme. Elle a balayé le salon du geste. Tout dans cette maison appartient à Julien. Tu ne fais que vivre ici par tolérance. Tu devrais nous remercier de t'avoir laissé rester. J'ai souri, cette fois du fond du cœur. Dans ce cas, si vous insistez pour dire que je ne fais que loger ici et que cette maison appartient à votre fils, alors il n'y a plus rien à discuter. Julien a tenté d'intervenir, mais un regard tranchant de sa mère l'a fait taire. Je me suis penché calmement, et pris ma mallette noire posée près de mon fauteuil, et en ai sorti un épais dossier bleu. Je l'ai étalé sur la table basse, juste à côté de la photo. Lisez, ai-je dit d'une voix claire. Lisez le nom du seul propriétaire. Julien a pris les documents. Ses mains tremblaient. Ses yeux se sont écarquillés en lisant le nom imprimé en lettres épaisses, Camille Durand. Ce n'était pas Julien Moreau. Ce n'était pas la famille Moreau. Il n'y avait aucune copropriété. Un seul nom. Le mien. La date indiquait l'achat, 2 ans avant mon mariage avec Julien, payé intégralement comptant. Les documents sont tombés de ses mains. Monique les a saisis, a lu, relu, puis lu une 3e fois. Son visage est devenu gris. Toute l'histoire qu'elle s'était racontée s'est effondrée en un instant. Elle n'était pas la reine de cette maison. Elle n'était qu'une occupante, une parasite vivant grâce à la belle-fille qu'elle méprisait. Je les ai regardés tous les deux. Cette maison est à moi, ai-je répété. Les voitures du garage appartiennent à l'entreprise. J'ai payé les meubles. Même les assiettes utilisées hier soir ont été achetées avec mon argent. Je me suis tourné vers Monique. Alors, maman, je repose la question. S'il y a quelqu'un qui doit partir d'ici, qui est-ce? Un silence terrifiant a de nouveau envahi la pièce. Il n'avait plus rien à dire. Plus aucune arme. Les jours suivants, la maison est devenue un champ de bataille silencieux. Monique s'est enfermée dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Julien errait comme un lion en cage, m'appelant sans cesse. Je ne répondais pas. Le lendemain, Monique attendait son chauffeur, Gérard Petit. Elle s'était levée tôt, bien habillée, persuadée d'avoir un rendez-vous important. Mais il n'est jamais venu. Après de longues minutes, elle a appelé la société de chauffeurs. Le contrat de service pour votre adresse est suspendu à la demande de notre client principal, lui a-t-on répondu calmement. Elle a compris. Elle n'avait plus de chauffeur. Elle a dû appeler un taxi. Une humiliation insupportable. Julien, de son côté, a essayé d'envoyer de l'argent à Inès. Chaque tentative affichait le même message, solde insuffisant. Dans la maison, les problèmes s'accumulaient. Chantal Roux, l'employée, est venue prévenir Monique, les salaires n'avaient pas été versés, les placards étaient vides, les livraisons Carrefour suspendues. La maison autrefois confortable est devenue étouffante. Le chauffage s'est arrêté. La télévision Canal+ est devenue noire. La connexion Internet, autrefois rapide, était presque inexistante. Chaque luxe auquel ils étaient habitués disparaissait, un par un. Chaque luxe auquel ils étaient habitués, chaque confort qu'ils prenaient pour un droit, disparaissait lentement, un par un, sans avertissement, sans explication. Dans ma propre maison, j'étais comme un fantôme. Je partais avant qu'il ne se réveille et je rentrais le soir quand tout le monde dormait.
J'évitais volontairement toute confrontation directe. Je ne leur parlais pas. Je ne les affrontais pas. Je les laissais bouillir dans leur propre peur. Je les laissais sentir la source d'argent, autrefois inépuisable, se tarir peu à peu. Leur luxe n'était qu'une illusion, une bulle qu'on pouvait couper, qu'on pouvait éteindre d'une simple pression, comme un interrupteur. Et désormais, cet interrupteur, c'était moi qui le tenais. Leur monde s'effondrait progressivement, et moi, Camille Durand, je regardais en silence tandis que la vérité se dévoilait lentement sous leurs yeux. Chaque perte était une leçon, un réveil douloureux après un long rêve de richesse. Mes amis, si vous écoutez encore cette partie de mon histoire, merci. Votre présence est une grande force pour moi. Si vous continuez à m'accompagner dans ce voyage, écrivez le chiffre 1 en commentaire, pour que je sache que je ne suis pas seul. Votre soutien me donne le courage de raconter la dernière partie. Merci, et attendez la fin de notre histoire. Inès, dans son appartement en location, perdait peu à peu patience. Désormais, Julien venait la voir plus souvent avec un visage fermé qu'avec des sacs de boutique. Les promesses de dîners coûteux, de voyages sur la Côte d'Azur, de montres en édition limitée, tout s'était évaporé comme une bulle. Un après-midi, Julien est venu chez Inès. Il tenait un sac en matière locale acheté après avoir revendu la montre que je lui avais offerte, et un bouquet de fleurs. Inès, qui souriait au début, a aussitôt changé d'expression en voyant ce qu'il apportait. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Un cadeau, tenta Julien. Elle le regarda avec mépris. « Mon sac coûte plus cher que ça. » Julien a essayé d'expliquer. Il a supplié Inès de comprendre qu'il traversait une période difficile. Mais Inès n'a pas hésité une seconde. Sa colère a explosé. Elle a jeté le sac au visage de Julien. « Je me fiche de tes problèmes. J'en ai assez de tes excuses. Tu es un raté. Un petit prince idiot qui n'est rien. Tu crois que je vais rester avec toi maintenant que tu es devenu un pauvre? Tu n'es qu'un parasite qui vivait au crochet de ta femme, Julien. Et maintenant qu'elle a coupé l'approvisionnement, tu ne vaux plus rien. » Chaque mot était un poignard planté dans le cœur de Julien. Mais elle n'avait pas fini. Inès a ri, un rire plein de moquerie. « Et puis, j'ai trouvé un remplaçant. Un vrai homme. Pas un enfant à sa maman comme toi. » À cet instant précis, un klaxon puissant d'une voiture de luxe a retenti en bas. Inès a attrapé son sac maison Elésiane. « Qui t'a offert ce sac ?» demanda Julien, la voix rauque. « Jean-Pierre Beaumont. Il m'emmène chez le prêtre la semaine prochaine pour célébrer mon anniversaire, répondit Inès sans le moindre scrupule. Elle a heurté l'épaule de Julien en passant, puis elle est sortie en claquant la porte. Et encore une chose, le bail de cet appartement se termine demain. Félicitations. Tu n'auras plus nulle part où habiter. Julien s'est laissé tomber sur le canapé, abattu. Il a vu Inès monter dans une Mercedes classe S conduite par un homme plus âgé, visiblement riche. Ils sont partis en riant. Julien est resté seul dans le couloir silencieux de l'appartement, brisé, totalement seul pour la première fois de sa vie. Son monde parfait venait de s'écrouler, et il faisait face à la vérité brutale de son propre néant. Après le départ d'Inès, Julien est rentré à la maison. Tout était sombre. Monique était assise dans le salon, presque invisible. Il n'y avait pas de lumière, l'électricité avait été coupée faute de paiement. Seule une lampe de secours diffusait une lueur faible, révélant la poussière qui commençait à recouvrir les meubles coûteux. Je suis entré. Mes pas étaient silencieux. J'ai une dernière offre pour vous, ai-je dit d'une voix froide, pleine d'autorité. Vous avez deux choix. Le premier, vous partez ce soir. Vous pouvez emporter vos vêtements, mais vous laissez tout le reste. Je ne vous poursuivrai pour rien, et vous serez libre d'aller où vous voulez. Le second choix, ai-je poursuivi en tendant la main. Dans ma paume, il y avait une simple clé. Je vous ai loué un petit appartement. 3 mois de loyer sont déjà payés. Il y a le strict nécessaire et un peu d'argent sur la table pour manger pendant une semaine. Après cela, vous devrez trouver un moyen de vivre par vous-même. Monique a fixé la clé, les yeux pleins de peur. Mais Julien, après l'humiliation et l'abandon d'Inès, a vu mon offre comme un soulagement, une chance de recommencer, aussi difficile que ce soit.
Il s'est avancé lourdement devant sa mère, s'est incliné, et a pris la petite clé dans ma main. C'était la clé d'une nouvelle vie. Une clé plus lourde que l'or. La clé de sa pauvreté, et le symbole de sa reddition totale. Cette même nuit, Julien et Monique ont quitté leur grande maison. Ils ont pris un taxi, avec seulement 2 valises de vêtements. On les a conduits dans une ruelle étroite, à l'extérieur de la ville. L'appartement loué était petit. La peinture des murs s'écaillait, et une ampoule faible éclairait à peine l'entrée. Une odeur de vieux et d'air étouffant les a accueillis. C'était leur réalité amère. Julien a commencé sa nouvelle vie comme manutentionnaire dans un entrepôt logistique. Le premier jour fut un enfer. Son corps, habitué au canapé moelleux et au confort, devait désormais soulever de lourds cartons sous la chaleur de l'entrepôt. Ses muscles le brûlaient. Ses paumes, autrefois douces, se sont écorchées dès les premières heures. Il a déjeuné avec les autres ouvriers, assis sur un carton, mangeant un repas simple. Il entendait leurs plaintes sur les crédits de moto, sur les frais de scolarité des enfants, des problèmes réels qu'il n'avait jamais affrontés. Là-bas, personne ne se souciait de son nom de famille ni de la voiture qu'il conduisait autrefois. Là-bas, sa valeur se mesurait seulement au nombre de cartons qu'il pouvait déplacer. À la fin de sa première semaine, Julien a reçu sa paie, quelques billets dans une enveloppe marron. Ce n'était pas assez pour une soirée dans la cave où il allait avec Inès. Mais en regardant cet argent, un sentiment étrange a surgi en lui, la fierté. C'était son argent. Pas un cadeau. Pas une allocation. Le fruit de sa sueur et de sa fatigue. Monique, elle aussi, a souffert. Elle a commencé à accepter des commandes de biscuits sablés maison venant des voisins. Son talent, autrefois utilisé pour briller dans les réunions mondaines, était maintenant son seul moyen de survivre. Elle a appris à marchander au marché local, à compter chaque centime. Son visage portait la trace de l'épuisement, mais aussi une force nouvelle. Un jour, Julien a remis toute sa paie à sa mère. « Maman, voilà l'argent pour les courses de la semaine, » dit-il, brièvement, mais avec respect. Monique a regardé l'argent, puis le dos de son fils, désormais plus solide. Ses larmes ont coulé de nouveau. Son fils, son petit prince idiot, commençait enfin à apprendre comment devenir un homme. Après un certain temps, j'ai décidé qu'il était temps de fermer le dernier chapitre du passé. Je ne l'ai pas attendu au bureau ni à la maison. Je suis allé dans un petit restaurant où les ouvriers de l'entrepôt mangent à midi. J'ai vu Julien assis seul, silencieux, mangeant sans expression. Il avait changé. Sa peau était plus foncée. Il était plus musclé. Et ses yeux n'étaient plus vides, ils étaient concentrés, ceux d'un homme qui travaille. J'ai posé un dossier épais sur la table entre nous. Ce sont les papiers, Julien. Lis-les, et si tu es d'accord, signe. Julien savait ce que c'était, les papiers du divorce. Je n'ai rien demandé. Le partage des biens était clair. Tout ce qui était à mon nom restait à moi, et Julien ne recevait rien, une vérité qu'il avait déjà acceptée. Il n'y avait pas de conditions cruelles ou humiliantes. J'ai voulu que tout soit propre, professionnel. Je ne compliquerai pas les choses, dit Julien, la voix rauque, les yeux fixés sur les documents. Je signerai. Merci, ai-je répondu. Un silence. Camille, appela Julien. Et enfin, il osa me regarder dans les yeux. Pardonne-moi pour tout. Je sais qu'il est trop tard, et je n'attends pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que je regrette vraiment. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu le vrai Julien. Pas le petit prince idiot. Pas le mari infidèle. Juste un homme qui avait terriblement fauté, et qui subissait désormais ses actes. Je t'ai déjà pardonné, Julien, ai-je dit doucement. Et je me suis aussi pardonné à moi-même de m'être négligé si longtemps. Maintenant, nous pouvons tous les deux commencer une nouvelle vie. Plus tard, Julien et Monique ont trouvé un nouveau rythme. Plus dur, mais plus vrai. Ils ont dû déménager dans un appartement plus petit, plus éloigné. Monique, sans compétences professionnelles, a continué à prendre des commandes de biscuits sablés maison. Julien a poursuivi son travail à l'entrepôt. Il ne rêvait plus de voitures de sport ni de montres chères. Ses rêves étaient devenus simples, payer le loyer à temps, et s'assurer que sa mère ait de quoi acheter les ingrédients pour ses biscuits.
Leur relation mère-fils avait complètement changé. D'alliés dans la paresse et l'arrogance, ils étaient devenus un duo qui se battait pour survivre. Ils avaient tout perdu, richesse, statut, amis, famille. Une leçon de vie extrêmement coûteuse. Ils n'étaient pas heureux, mais ils ne vivaient plus dans un mensonge. Plus tard encore, je me tenais devant la grande fenêtre de mon nouveau bureau à Marseille. Aurore Technologies s'était énormément développée. Le contrat que nous venions de signer valait des milliards de dollars. J'ai esquissé un sourire, pas le sourire froid et calculé d'autrefois, mais un sourire de vraie satisfaction et de paix. Pendant longtemps, ils avaient pris ma bonté pour une faiblesse. Mon silence était devenu une invitation à l'abus. Mais j'avais appris à mettre une limite à la gentillesse. Parfois, une revanche intelligente et responsable n'est pas seulement un paiement pour une faute, c'est une façon de réveiller ceux qui sont aveugles à la vérité. Ce n'est pas une vengeance pleine de haine, mais une forme de réajustement moral. La porte de ma cage a toujours été ouverte. C'est moi qui avais peur de voler. Cette trahison, cette douleur, c'était la tempête qui a brisé ma cage. Et ma revanche a été la manière dont j'ai appris à utiliser mes ailes. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cage. Je n'ai plus besoin de diminuer ma lumière pour qui que ce soit. Je suis Camille Durand. L'épouse de personne, la belle-fille de personne. Je suis la reine de mon propre destin. Voici votre outro, en français. L'histoire de Camille Durand s'arrête ici. Que pensez-vous de la décision de Camille? Si vous étiez à sa place, auriez-vous fait autrement? Partagez vos avis en commentaire, je lis chacun d'entre vous. Si cette histoire vous a inspiré, fait réfléchir, ou rappelé des leçons de vie, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec des amis qui pourraient s'y reconnaître, et de vous abonner à la chaîne Larmes en silence pour ne pas manquer les prochaines histoires. On se retrouve dans la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous le héros d'un nouveau départ.